Si Oui. tu veux que ton t-shirt, vous voyez un deuxième téton apparaître, tu dois racheter un téton à mettre sur ta prothèse. Ok, super. Vachement simple. Tu m'étonnes. Et Donc, les tatouages? comment? On voit de plus en plus de tatoueurs, tatoueuses qui sont spécialisés dans les faux tétons, des Ouais. choses comme ça. Alors, c'est pas pris en charge, mais par contre, j'ai par exemple trouvé une CPAM dans le Gard qui, eux, sont OK pour financer le tatouage. Oh, ok. Ah, Donc, donc ça si peut tu varier veux selon. CPAM, tu peux. En fait. CPM, c'est caisse primaire d'assurance maladie hein, pour les gens qui C'est sont ça, pas ouais. open. En effet, dans le Gard. Ah, donc en fait, c'est des gens. Ah, c'est un essai, c'est pas au bon vouloir des lieux. Bah, ça reste à bon vouloir d'avoir voulu faire un essai. Ouais, ouais, tu m'étonnes. J'aime bien Tu vois, l'idée. c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Voilà, ils ont accepté de faire le test. Donc, eux, dans le Gard, ils peuvent avoir un tatouage de reconstruction. Mais pour le reste, en fait, non, c'est pas pris en charge en sachant que le tatouage, on est souvent à 1 ou 2 ans post-op en termes de cicatrisation. D'accord. Donc, Tu en fait, au tatouage tout de suite. Tu m'as dit dans les choses quand on a un peu parlé de tout ça que ça coupe toutes les hormones parce que moi j'avais une petite idée tu vois évidemment tout le temps un petit peu la même moi je suis pour tu sais la préconisation de 3 ou 4 orgasmes par semaine pour être en bonne santé sexuelle et je me demandais tu vois si dans les antidouleurs quand on est en pleine chimio si le fait d'avoir des rapports pouvait pas au contraire tu vois faire un peu diminuer les douleurs, pouvoir aller bien suite à la création donc, des hormones qui sont dégagées lors d'un rapport. Et tu m'as expliqué qu'il n'y avait pas trop d'hormones, tout ça. Est-ce que tu peux le développer un peu? Ouais, alors en fait déjà la chimiothérapie elle perturbe en fait les glandes endocrines, donc toutes celles qui vont sécréter la dopamine, l'oxytocine. Déjà, selon la chimio, il peut déjà avoir cette influence-là. Si c'est comme je te disais, un cancer hormonodépendant, donc en fait, le cancer prolifère avec les hormones, grâce aux hormones en fait. Donc là, on te coupe la testostérone et les oestrogènes. Ok. Parfois, selon les traitements, on t'a un peu tout coupé en fait. Et en sachant que pour sécréter de l'endorphine, les hormones du bonheur, il faut quand même que ton état psychologique, corporel et physique soit OK. Ouais, je te suis. Et en cancéro, c'est pas souvent, en tout cas dès les premiers mois, c'est souvent pas ça, quoi. Alors, moi, je vais t'ajouter des petites infos parce que forcément, j'ai été à la source, hein, je vais pas te mentir. J'ai donc appelé quelqu'un qui est déjà passé à mon émission de radio qui s'appelle donc Anna Balège, qui est donc une psychiatre sexologue spécialisée sur les questions autour de la transidentité. Parce que je me suis posé la question, tu vois, évidemment, vu que c'est dans mes chevaux de bataille, dans l'inclusivité totale des personnes, je me suis demandé comment ça se passait pour les personnes trans par rapport à la cancéro. Et donc, je l'ai appelé tout à l'heure cet après-midi, donc j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone, parce que moi, je me trouve très... Je suis présidente du fan club d'Anna Balège, je le dis au cas où pour ceux qui veulent se venir. Donc, je l'ai appelé tout à l'heure, et donc, on en a discuté, elle m'a dit bien sûr qu'elle n'était pas du tout spécialisée là-dedans, c'était pas son domaine de prédilection, mais qu'elle avait un avis, du fait, en fait, que, comme tu viens de le dire, on bloque les hormones. Et donc, elle me disait, donc la première chose à savoir par rapport au cancer pour les personnes trans, c'est que l'espérance de vie d'une personne trans est beaucoup plus basse que l'espérance de vie des cis, donc des gens qui ne sont pas trans. Et donc, la majorité, en fait, n'ont pas eu le temps d'avoir un cancer et ils meurent avant. Voilà, la première chose quand même à placer, c'est très triste, mais c'est la vérité. C'est ce que j'avais lu du fait ouais. de la difficulté d'accéder aux soins. En fait. C'est ça, que les personnes trans n'ont pas accès au système de santé, ils sont mégenrés, quand ils ont accès, même à un médecin généraliste, c'est très compliqué, les médecins ne sont pas formés. Le dépistage est laborieux aussi. Très très compliqué. Ils n'ont pas accès. Non, voilà. C'est ça. Donc en premier, déjà, elle me disait, en fait, nous, on n'a pas le temps d'avoir un cancer, en gros, tu vois. Voilà. C'est pour ça que je trouve pas grand-chose dessus. C'est pour ça qu'il n'y a rien dessus, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas d'études, parce que ça touche pas assez de monde et ça n'a pas assez intéressé les gens, en gros. Mais que de toute façon, chaque cas, elle est particulier, parce que si quelqu'un a déjà fait, par exemple, une ablation des gamètes, des gonades, d'accord, qu'il n'y a plus de testicules, il n'y a plus d'ovaires, en gros, et en fait, il n'y aura plus l'hormone.
Donc, il n'y aura plus besoin de stopper les hormones, tu vois, d'un point de vue, voilà. Il y en a, ils sont déjà sous hormonothérapie, en fait. Bah voilà, en fait, c'est ça. C'est que des gens, des fois, qui sont déjà sous hormonothérapie par rapport à leur parcours, dans leur transition. Et après, donc, il y a des gens, en fait, juste continuer, en fait, à bloquer leurs hormones comme ils sont déjà, en fait, aujourd'hui. Et donc, en fait, des fois, elle me disait que c'était souvent plus simple pour des personnes trans, en fait, parce qu'ils sont déjà, en fait, bloqués. Tu vois? Ça m'étonne pas, ouais. Voilà, en fait, l'idée... Ceux qui sont en ménopause déjà très très avancés. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait, l'idée, tu vois. Elle me disait, en fait, on va juste arrêter d'injecter soit de la testo, soit de l'œstrogène, tu vois. Mais si c'est une testo que tu t'injectes, par exemple, en longue, qui est sur 1 mois, bah, c'est elle est déjà injectée, en gros. Tu vois, si on commence un traitement. Et donc, en gros, elle m'expliquait que, selon elle, comme elle m'a bien dit, ce n'est pas son domaine de connaissance, mais... Voilà, c'était son opinion. Et elle m'a dit que je vais le droit de la citer, je préviens au cas où ceux qui seraient contre. Mais voilà, c'était vraiment l'idée en fait que les gens entendent qu'on n'a pas tous le même accès aux soins. Je pense que c'était quelque chose de très très important à entendre. Que c'est une communauté qui a une espérance de vie beaucoup beaucoup plus basse que le reste des gens. Et voilà, c'était un petit point que je voulais mettre un peu en avant parce que tu avais dit que tu connaissais quelqu'un, que moi j'avais lu ça exactement, mais c'était une étude déjà canadienne, il y avait une partie en anglais, je suis pas très douée, et donc en fait il parlait plus en fait du manque d'accès, de chance à la prévention, mais il n'y avait pas forcément sur la chimiothérapie, ce que je te disais, ça me paraissait logique, comme la psychiatre te disait que Coupeau aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'études là-dessus, ce qui est fort regrettable. Et donc, après, dans sa logique, je comprends qu'ils sont peut-être moins impactés avec cette coupure. C'est ça, bah ouais, en fait, ils y sont déjà. Depuis des années. Excuse-moi, je te coupe la parole. S'ils sont déjà à ce stade-là, s'ils ont envie et s'ils sont dans cette transition, parce que je rappelle à tout le monde qu'on est une personne trans quand on se le dit à soi-même, quand on fait son coming in à soi-même, et on n'est pas obligé d'avoir changé quoi que ce soit pour le regard des autres, pour avoir fait. C'était une petite parenthèse. Faut qu'on avance parce qu'en fait on a plein de questions et j'avais plein de trucs qui m'ont... En fait, on a le droit d'avoir des orgasmes, c'est super bien, super bon, sauf que l'accès est beaucoup plus compliqué parce que voilà, il y a... Bah c'était ça la question d'après, tu vois, c'était la... Mais on peut avoir des orgasmes. Ma question c'était est-ce qu'il y a des contre-indications à l'orgasme? Non, non, à part... si des fois il y a des chirurgies pelviennes et là en fait c'est le médecin l'oncologue qui informe en fait qu'il ne peut pas avoir d'orgasme, de rapport un peu comme une grossesse à risque. D'accord. Là c'est ton oncologue qui va te spécifier si tu n'as pas le droit. Mais, oncologue, tu peux redire la définition d'un oncologue au cas où pour les gens? Alors un oncologue en fait c'est un médecin qui prend en charge des cancers. C'est spécialiste, voilà. Donc après ils ont tous des spécialités, oncologue en hématologie pour les leucémies, voilà. Et tu dis donc... du cancer. Tu dis qu'il n'y a pas de contre-indication à l'orgasme. Est-ce qu'il y a des contre-indications aux toys, au sextoy? Alors, officiellement, non. Après, comme je te disais, dans la pratique, les chimios, les autres traitements vont souvent, je dis bien souvent, faire des mycoses, faire des vulvites. Donc, en fait, la peau va être brûlée, arrachée, voilà, très, très sensible. Donc, d'utiliser un sextoy peut être encore beaucoup plus douloureux et en sachant en plus qu'il y a un risque quand même que si l'hygiène n'est pas top, on s'auto-infecte quand même en fait. On est très fragile, on est attention, ouais. Donc il faut déjà être très vigilant en termes d'hygiène naturellement, mais encore doublement en cancérologie. Et si la peau est abîmée, il faut mieux éviter. Et aussi s'il y a eu des opérations du petit bassin, ça a demandé à l'oncologue. Et tu m'as expliqué par rapport à l'obligation de préservatif. Pourquoi? Alors, les recommandations, en fait, chaque département font un peu selon ce qu'ils souhaitent en recommandation, mais les recommandations officielles, c'est le port de préservatif
pour les hommes et pour les femmes, hein, donc là où se protège à partir préservatif féminin masculin, tout le temps de la chimiothérapie. Et certaines recommandations, ça va jusqu'à 2 ou 3 mois après. Mais j'ai vu dans à cause des produits, c'est ça? À cause des produits qu'on pourrait... C'est ça, c'est les produits qu'on pourrait transmettre à notre partenaire? C'est ça, qui passerait dans le sang. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a qui disent c'est d'obligation. Voilà, dans les revues, c'est une recommandation fort recommandée. Ouais, c'est ça. Et dans les recommandations... Je précise. Même après. Et même avec le sexe oral. Ouais, bah c'est ça que j'allais te demander. Dans les pratiques et tout, dans la sexualité, quand on est en cancer, un cancéro, est-ce qu'il y a des choses qui sont, par exemple, conseillées, tu vois, une sexualité non pénétrative, des choses plus des tendresses? Parce que tu disais quand même quoi, la chimio, ça fatiguait beaucoup. Donc, dans cette grosse fatigue, tu vois... Bah, déjà, dans la sexualité, il n'y a rien d'interdit parce que le cancer n'est pas contagieux, hein, même si c'est... dans les parties génitales, la seule contre-indication, c'est le médecin qui ne la met pas. Après, il y a beaucoup de sécheresse intime, aussi bien chez les hommes et les femmes, donc la pénétration peut très souvent être douloureuse, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc, c'est vrai qu'en général, quand le traitement est au plus fort, on part plutôt sur une sexualité plus cocooning, tendresse, échange de baisers, voilà, caresses. On est moins sur l'acte pénétratif en général. D'accord. Même si ce n'est pas interdit. Ouais, et puis plus que tu disais, c'est que des fois ça peut faire l'hypersensibilité de la peau qui n'est pas non plus fortement... C'est ça, puis les mycoses, et puis bon, voilà, il y a aussi il y a aussi souvent le port du préservatif pour éviter les maladies sexuellement transmissibles parce que la peau est plus fine. Voilà. Ça, où il y a une augmentation des risques, hein, c'est ça? Comment? Il y a une augmentation du niveau des risques. Ouais. Okay. Donc, c'est vrai que moi, en général, je conseille plutôt une sexualité non pénétrative quand les patients et patients on est dedans, une sexualité, quoi, au départ. Et en moyenne... Il y en a qui la maintiennent tout le long. Hein. C'est pas, tant mieux. Et en moyenne, il faut combien de temps pour un peu retrouver un petit peu, on dit que c'est combien de temps tu vas pour retrouver sa sexualité, comme on dit, comme avant, ou un peu plus satisfaisante en termes de sexualité? Alors, on part entre 6 mois et 2 ans. Ah ouais, ça peut être long quand même. Ok. Ouais. En façon, la chimiothérapie, les effets, hein, que ce soit la fatigue, tout ça, si tu fais que de la chimio et qu'on te fait ni de radiothérapie, ni rien, imaginons on a que la chimio, il faut 6 mois minimum pour que ton corps s'en remette. D'accord. Voilà. Le temps de tout éliminer, tu veux dire, c'est ça? Comment? Le temps d'éliminer tous les produits. Ouais, voilà, puis t'en mets. Après, par exemple, entre 6 mois et 2 ans, mais les femmes ou les hommes restent sous hormonothérapie entre 3 et 5 ans minimum. Donc, tu as aussi ces effets-là pendant plusieurs années pour certains. L'idée de souffrance pour les deux dans le couple, parce qu'au final, il y en a un qui a un cancer, mais ça impacte la sexualité des deux, parce que souvent, on parle... Moi, j'ai fait une émission l'année dernière sur les maladies chroniques, sur la sexualité à l'hôpital, des choses comme ça, en expliquant voilà, que le deuxième partenaire, il est un peu... il a beau comprendre, aimer et tout ça, c'est des gros changements donc, dans la vie. Est-ce que toi, tu peux un peu nous dire ce que toi, tu conseilles au couple, au partenaire qui soutient, mais qui a aussi envie d'avoir sa santé sexuelle? Moi, déjà, je leur conseille au maximum de venir à 2 en consultation pour déjà entendre les mêmes choses, parce que quand on va raconter ce qui s'est dit à un rendez-vous, on va fatalement être pris par les émotions positives, négatives, donc on influence son partenaire selon comment on annonce la chose. Donc peut-être que déjà d'aller en consultation à 2, je trouve que c'est pertinent, et d'autant plus pour aborder la sexualité. Comme ça, s'il y a des contre-indications ou justement s'il n'y en a pas, les deux entendront la même chose. Donc ça ils vont pouvoir entendre. La compréhension. Ouais, ok, je te suis. Et voilà, répondre aux questions. Et après, normalement, la sexologie, c'est un soin de support obligatoire. Donc, soin de support, je rappelle, c'est tout ce qu'on met en place pour que le patient se sente mieux en complément de sa prise en charge médicale. Et donc, normalement, chaque grand centre peut avoir devrait, en tout cas, proposer une consultation en sexologie. Ouais. Mais si les patients le demandent, ils pourront
fait, et là, c'est plutôt pertinent de venir à Dieu. Ouais, je te suis. Tout ce qui est reconstruction mammaire, est-ce que des fois, tu as des conseils? Ouais, c'est un peu coquin, ma question. Une petite question coquine. Est-ce que des fois, dans les couples, en fait, après, ils ou elle, dans le couple, on va dire, ont envie d'avoir une poitrine un petit peu supérieure à ce qu'il y avait. Ça t'est déjà arrivé, ce truc-là? Oui, très couramment. Il y a des femmes qui vont se dire que elles n'étaient pas satisfaites de leur poitrine avant, donc quitte à avoir subi tout ça, autant avoir celle qu'elles souhaitaient. Parfois, il y a des partenaires, même hommes ou femmes, dans les couples lesbiens qui souhaiteraient une poitrine plus grosse parce qu'en disant, voilà, le fantasme, tout ça. Donc, oui, c'est assez courant. Après, moi, comme je te disais, pour moi, la priorité, la reconstruction, c'est le choix de la patiente. Elle ne doit surtout pas être influencée par son partenaire, parce que ce soit femme ou homme, parce que derrière, il va falloir assumer son corps et on ne sait jamais ce que donne un couple tout au long de la vie non plus. Donc, il ne faut pas avoir de regrets, parce que c'est souvent des choix définitifs. Mais ils te demandent ton avis à toi, ou ils te disent, et vous feriez quoi à ma place, non? Ouais, c'est souvent, mais plus largement aux soignants, ils leur demandent parce qu'ils ont peur de se tromper. Il faut quand même se rendre compte qu'on leur annonce un bouleversement de vie et que dans le même temps, on te demande de te reprojeter. Avec un corps qu'on t'a enlevé, on te propose quelque chose qui n'est plus... Attends, on parle des seins, mais est-ce que des fois, il y a des reconstructions au niveau des testicules et des hommes qui peuvent demander des plus grosses, des plus petites? Ça existe, des trucs comme ça, ou on fait la même? Non, c'est là-dedans parce que je suis pas sûre à 100%, mais de toute façon, il faut déjà... La testicule n'a pas non plus 36 possibilités en termes de taille. En termes de confort, en termes de peau. Donc, je pense pas qu'on ait un aussi gros choix pour Ah bon, elle est rigolote, ma question. J'imagine. Et en plus, il faut quand même que, je dirais que pour l'homme, il faut quand même que ça soit représentatif de l'autre. Chez la femme, il y a possibilité, par exemple, d'enlever les deux seins et de remettre les deux plus gros. Mais il faut quand même que ça soit équilibré. Donc, l'homme ne peut pas demander une prothèse taille 12 et puis l'autre taille 18. En fait, donc, non, mais il pourrait avoir une couille plus grosse que l'autre. On va être un peu crash, tu vois, mais c'est ça. Mais je pense pas que... Bon, après, de toute façon, chaque reconstruction est sous avis médical. Bien donc, sûr. En fait, c'est possible que ça soit refusé ou accepté. Bien sûr. Je ne sais pas. Mais en général... Pour tous les patients que j'ai pu faire, même en toilette pendant 14 ans, il faut quand même le choix. Les deux, d'avoir les deux mêmes. D'avoir les deux mêmes. Dans les questions, est-ce que des fois ils te demandent des conseils sur des positions? Est-ce que des fois il y a des choses quand tu sors d'un cancer ou quand tu es encore dans le cancer, des positions qu'on peut plus faire en sexualité? Alors, pour la plupart, quand j'ai ces questions-là, c'est quand il y a des stomies. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des poches où les selles vont s'évacuer en fait par le ventre. Donc, là, quand il y a des stomies, c'est des poches. Donc, en fait, il faut être assez vigilant pour pas qu'il y ait de compression au niveau de l'abdomen, pour pas que, déjà que ça fasse mal, mais en plus qu'elle... Pour pas que ça éclate, c'est ça? Craque. Ouais. Donc là, avec des stomies, oui, on est quand même un petit peu obligé d'adapter les positions comme la cuillère, face à face, à genoux, par derrière. Mais voilà, le missionnaire est un peu plus compliqué. C'est ce que je pensais aussi. J'étais sur celle-là, je me dis, c'est un peu compliqué, celle-là. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, il y a des belles choses qui sont faites. Maintenant, il y a des caches pour les cacher, il y a des bouchons de stomie. Mais bon, ça reste quand même une zone assez fragile en termes d'irritation, parce que si les selles sont trop acides, ça va arracher la peau autour. Donc, c'est vrai que c'est pas hyper confort. Voilà. Ouais, ça manque de confort. Après, en termes d'adaptabilité, ça peut être pour des fois les atrophies du vagin, quand ils sont un petit peu plus petits à cause d'une chirurgie ou des traitements. Alors là, moi, je conseille plutôt les anneaux amortissages péniens. Ouais. Explique ce que c'est aux gens, parce que j'en ai jamais parlé encore en fait, de cela. Des anneaux, comme des petits, des anneaux de silicone qu'on met à la base du pénis, et en fait ça permet de limiter en fait l'impact du contact entre les deux corps, mais aussi la longueur de pénétration dans le vagin. Donc c'est très utilisé en cancérologie, en endométriose, pour éviter les douleurs profondes.
Et aussi chez les hommes qui ont des douleurs lors de la pénétration, qu'ils soient dans un couple homo ou hétéro, ça peut être utilisé aussi. Et ça, je pense que les gens ont bien compris que ça permet donc de réduire la longueur de la pénétration, cet anneau. J'en ai déjà présenté. C'est ça que ça s'appelle des pénés amortisseurs. C'est ça, j'ai présenté l'anneau, tu sais, contraceptif. Ça y ressemble un petit peu. C'est un peu plus épais, le tien et tout dont tu parles. Faut qu'on se dépêche, il ne reste que 8 minutes pour finir. J'avais 2 questions qui me restaient encore même 3, j'en aurais encore plein d'autres, mais bon. Dans les choses qui m'intéressaient, qu'on avait parlé, toi et moi, c'était que tu faisais de la sensibilisation au personnel soignant. Parce que moi, c'est un truc qui me tient, évidemment, que j'essaye de faire. Donc, je fais beaucoup de prévention dans le milieu de l'éducation nationale, le milieu des jeunes. J'essaye d'aller dans les écoles. J'ai fait une école d'aide-soignante, je t'avais dit. Et on pourrait faire de la prévention en santé sexuelle. Et toi, tu fais un peu plus que... c'est un peu plus précis ce que tu fais. Tu m'as parlé des rappels à la loi, des choses comme ça. Et des propositions sur leur questionnaire qu'ils ont à faire lors des visites tous les jours. Tu peux parler un peu des 2 trucs pour les petites dernières minutes qui nous restent ensemble? Oui, donc en fait, je fais des sensibilisations pour que le but que les professionnels de santé en fait, abordent dès le début de la prise en charge la santé sexuelle. Donc déjà, il y a souvent des erreurs où les professionnels confondent santé sexuelle et pratique sexuelle, ce qui n'est pas la même chose. Donc déjà, on reclasse ça. Après, je me base sur donc, la loi Kouchner de 2002 qui en fait impose le droit à l'information des patients. Donc le patient a le droit d'être informé que sa sexualité va être modifiée due au traitement. On a aussi l'OMS qui définit la santé sexuelle dans la qualité de vie. Et il y a un référentiel, l'ASSOS, donc c'est une association francophone des soins de support, qui a créé un référentiel sur le cancer à la sexualité bonne pratique. Donc normalement, on doit aborder la sexualité dès l'annonce du cancer jusqu'à 5 ans après la rémission. Et on a la stratégie nationale de santé sexuelle aussi. Donc déjà ça, la plupart ne le savent pas. Donc je refais un point sur les droits à l'information pour les patients. Et après, en fait, j'explique aux professionnels de santé pourquoi il y aura un intérêt. Ben voilà, parce qu'il y a des patients qui arrêtent leur monothérapie parce qu'ils n'ont plus de sexualité ou que leur couple part en volo. Et ça, certains soignants ne le savent pas parce que les patients n'osent pas dire que ça peut être possiblement une raison. Donc voilà, j'explique pourquoi on doit parler de santé sexuelle, que c'est un droit, qu'il y a son importance. Les premiers conseils, ben voilà, les sécheresses, les mycoses, comment les prendre en charge, comment les éviter pour que le patient ait une meilleure qualité de vie et de confort. Et après, par exemple, je leur dis dans leur diagramme de soins, parce que ceux qui ne sont pas soignants, normalement, on met la température, les selles, les urines. Et donc, en fait, moi, je leur conseille de rajouter la sexualité. Donc, par exemple, quand on dit est-ce que vous êtes allé à la selle aujourd'hui, ben, vous pouvez rajouter est-ce que vous avez des sécheresses intimes. Donc, comment rajouter des petites choses dans leur pratique qui ne prend pas de temps ou bien votre dernier rapport, est-ce qu'il s'est bien passé, tout ça voilà. Ça peut être ça aussi, non, ou pas? Ça peut être une question? Lors de votre dernier rapport, tout s'est bien passé Non, parce que c'est très... en tout cas, c'est très intrusif et le patient va souvent se braquer. Donc, c'est plutôt... je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la vie intime peut être perturbée. S'il y a un souci, n'hésitez pas à nous en parler. Donc, on ne pose pas des questions. Ouais, c'est plus là, les informer de choses qui pourraient peut-être potentiellement arriver, c'est ça? C'est ça, plutôt ce qui est en premier lieu, sécheresse intime, douleur, mycose, fuite urinaire. D'accord. Parce que le périnée prend cher, aussi bien chez les hommes que les femmes, avec les traitements. Donc voilà, c'est vraiment de la santé sexuelle. Ok, je te suis. D'accord. Tu m'as parlé des capacités à un moment par rapport aux lois. C'était quoi? Les capacités? Ouais, je sais plus. Le référentiel? Ouais, je sais pas. Tu m'avais parlé de ça comme mot. J'avais noté. Non? Non, c'est bon. Ok. Tu m'as dit aussi que tu distribuais des petits flyers, tu donnais des choses comme ça après aux... Ouais, les équipes, pour celles qui le souhaitent, en fait, je fais un petit porte-vue, en fait, où je rappelle toutes les lois, comme ça ils peuvent aller bouquiner aussi, et tous les conseils, par exemple, mettre des culottes en coton, prendre du papier toilette blanc non parfumé, pour voilà, comment ils peuvent aider leurs patients à avoir un confort intime, aussi bien hommes que femmes, et des idées de comment on pose des questions sans être intrusif. D'accord, ouais, tu vois, c'est hyper intéressant, je trouve. Je leur donne ça, comme ça peut leur permettre d'avoir un support pour être plus à l'aise.
Ok. Il nous reste 1 minute. Est-ce que tu avais un message, quelque chose à aborder, un truc qui te tenait à cœur, un petit mot un peu de la Je fin? voulais aborder les violences conjugales qui sont majorées aussi bien chez les hommes que les femmes dans le cadre du cancer et des pathologies chroniques. C'est-à-dire, vas-y, développe. Voilà. Autant on est plus vulnérable, que ça soit physiquement, de la dépense émotionnelle, économique, isolement. Et donc, il y a des recrudescences de violence dans le cadre des pathologies. Et donc, pour ceux qui écoutent, il faut être, même si c'est dans notre entourage aussi, il faut être assez vigilant, d'être sûr que les patients qui souffrent de pathologies ne subissent pas de pression, de violence au sein de leur couple due à la maladie. Je vais même rebondir sur ce que tu dis, je pourrais aller plus loin, parce que c'est partie des gens avec qui on va travailler. Je vous propose d'aller sur le site qui s'appelle Opale, O-P-A-L-E, et c'est un site, je sais pas si tu connais ou pas. Toi te parle? Je la suis, ouais. Voilà, elle nous suit aussi maintenant. Et donc elle propose en fait un outil, ça dure à peu près 1/4 d'heure, c'est des questions qu'on va vous poser pour savoir si vous souffrez de violence conjugale, si vous souffrez en fait dans votre... Qu'est-ce que dit la loi, où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide, et ça peut vraiment accompagner les gens qui se posent des questions si ce qu'ils ont à la maison c'est normal, c'est pas normal. C'est bien, c'est pas bien, ce que dit la loi exactement. Quelles sont les associations à côté de chez vous qui peuvent vous aider, qui peuvent peut-être répondre à vos questions. S'il faut faire des dépôts de plainte, comment ça se passe? On vous donne les lieux, on vous donne tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Opale, pour aller voir ce qui se passe là-dessus. Tu vois? Non, mais c'est exactement ça. Il y a beaucoup de violences conjugales. Et moi, même pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont violentés. Et c'est vrai qu'avec les pathologies chroniques qui impactent la sexualité, malheureusement, c'est vraiment un risque supplémentaire. Donc, il faut être vigilant. Tout à fait. Si vous savez quelqu'un qui en souffre, il ne faut pas hésiter à en parler et en parler aux autres. Voilà. Bon, on a fini. On a fait notre 1h30 ensemble, tu vois. Nickel chrome. Ça va être les petits mots de la fin. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Et on parlera... Et je te dis, merci à toi d'avoir bien voulu répondre présente. Je te souhaite un bon repos pour la fin de ta nuit, le début de ta nuit, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Bisous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Et je vous dis au revoir à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et surtout, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Allez, au revoir.